Ouais, effectivement, du coup, le but c'était de revenir sur cette odyssée. Maintenant que Toaster Ball est sorti depuis plus d'un an, maintenant revenir avec un peu plus de recul sur l'histoire du développement. Et du coup, l'histoire de notre studio aussi, parce qu'en fait, on a construit notre studio autour de ce jeu. Pendant ces 5 longues années, on a appris beaucoup de choses dessus. On s'est pris tous les murs que les gens qui démarrent avec leur premier jeu se prennent. Et voilà, du coup, l'occasion, ça va être de revenir sur tout ça, de permettre à ceux qui peut-être débutent d'apprendre des leçons de tout ça, et aux autres de se moquer de nous peut-être parce que ils verront toutes les erreurs qu'on a fait. Et du coup, l'histoire commence en 2018, alors que Joris, Simon et moi, on sort d'études. On a appris à se connaître pendant nos études. On a fait du coup une formation en 5 ans tous les trois. On a fini par du game design. Et on avait cette idée, déjà on avait du temps et on avait un peu de chômage, ce qui est cool pour penser à ce qu'on fait dans la vie. On avait fait tous les trois une alternance et puis on sortait de là avec un peu de temps pour réfléchir à ce qu'on voulait faire. Et on avait des envies de créer un studio tous les trois. On avait passé notre temps à jouer à des jeux multi ensemble pendant nos études. Un de ceux qui nous a le plus inspiré, du coup, c'est Soccer Physics, qui se ressemble pas mal dans Toaster Ball, Towerfall aussi, Keep Talking, on a passé des super soirées dessus. Et on avait décidé de construire un studio du coup autour de ça. On s'était dit que il y avait pas assez de jeux couch games sur le marché, c'est complètement faux. Après, on s'est rendu compte plus tard qu'en fait ils sont juste pas visibles, c'est pour ça qu'on les a pas vus. Mais nous, on adorait ces jeux-là et à chaque fois on se retrouvait en fin de soirée à dire putain, il en manque encore un. Pourquoi est-ce qu'on peut pas en trouver plus? Et on s'est dit aussi que c'était une bonne idée parce que ces jeux sont plus ou moins courts, ils ont l'air assez petits dans leur format. Et on sait que c'était une bonne idée pour démarrer parce que ce serait un peu moins ambitieux qu'un gros jeu, un long jeu narratif, un truc du genre. Et du coup, on imagine Couch Game Crafter, du coup les artisans de jeux de canapé. On essaye de mettre dans l'identité du studio qu'on imagine pour la suite les deux notions, du coup, l'idée de couch game, mais aussi l'idée d'artisanat. C'est pour ça que sur notre site, on a plein de mélanges entre un côté atelier, des outils qu'on essaie de mélanger aux outils de fabrication de jeux vidéo. On essaie de se créer un peu une DA autour de cette idée-là, quoi. Et on démarre, et on se dit, viens, on fait un petit jeu. Ça va prendre 2 semaines et avant de passer au vrai jeu en fait, avant de passer à notre jeu qu'on a en tête qui va être le suivant, qui va être le vrai, on fait un petit jeu sur des toasters. Il y a une idée que Simon avait eue pendant un des projets qu'on avait en étude, qui était de faire un jeu en gros qui reprend les mécaniques de Pong, sauf que au lieu de contrôler directement la raquette, on devrait rester appuyé sur un bouton pour enfoncer un ressort et relâcher au bon moment pour lancer la raquette plus ou moins haut en fait. C'est juste ça la base de la mécanique, c'est genre prendre Pong et pas contrôler directement la raquette, mais la contrôler avec un ressort. Et en fait le truc qui s'applique le mieux à ça, c'est des toasters. Il y a le ressort, il y a la tartine qui sert de raquette. Et du coup on se dit on va faire ce petit proto là et on va commencer par ça. Moi je sors Unity, on commence à mettre des boîtes et des carrés dessus. Il y a A, E, I, P là, les lettres c'est les touches du clavier avec lesquelles on contrôle les deux toasters. Donc il y a déjà cette idée un peu dans le jeu qu'on va pouvoir jouer à plusieurs sur le même clavier et pouvoir s'amuser comme un peu Soccer Physics qui est une des références pour nous. On avance sur ce premier proto, du coup on essaye d'itérer un peu dessus et de rajouter des choses dessus. On rajoute de la 3D, on se dit bon on peut garder la même physique 2D mais juste être de face et rajouter des éléments 3D, des petits toasters comme ça. Et très vite on est obligé de penser à quoi ressemblent les toasters et à quoi ressemble l'environnement qui est autour en fait. Du coup, on commence à imaginer des buts, un genre de stade. Les toasters à ce moment-là, ils sont encore fixes, ils sont des deux côtés et ils sont au même endroit parce qu'on est encore sur ce truc de Pong où les raquettes doivent pas bouger d'un axe vertical là. Et le problème, c'est que du coup, ils prennent plein de place devant le but. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on les rentre dans le sol au début pour éviter d'avoir la moitié du but qui est pris par le toaster. On changera de fusil d'épaule après. Et on essaye de détailler un peu les toasters et détailler un peu l'environnement. Et en faisant ça, on est obligé de se poser plein de questions sur c'est quoi la DA, qui sont ces toasters qu'on est en train de faire. Parce qu'en les designant, on est en train de faire du caractère design un peu, mais du caractère de toaster. Et du coup, on imagine un vrai stade avec plein de gens qui viennent voir et qui se chauffent pour venir avoir des matchs de toasters. 2 équipes, les rouges et les bleus du coup, et des toasters qui ont déjà la gueule qu'ils auront plus tard en fait. Là, on a Marcus et Franck qui sont nos 2 athlètes principaux. On a cette version-là qui sort à un moment qui est très dramatique, avec un spotlight, des néons. On reprend pas mal des codes de trucs qu'on observe sur des stades d'e-sport ou alors des stades de sport de combat. On essaie de reprendre un peu les mêmes codes. Il y a la cage qui fait très c'est un combat en cage, il va se passer des trucs de ouf à l'intérieur.
Et du coup, bah ouais, on est obligé d'imaginer les équipes. Donc les burners et les defrosters. Nous, on est graphistes, on s'amuse trop à faire du coup ce genre de trucs-là, genre des logos pour des équipes et inventer tout le lore qu'il y a autour aussi. On fait des vrais character design du coup pour les persos, on invente le background qu'il y a derrière chaque personnage. Du coup, je disais il y a Marcus qui est genre un peu Rocky en fait dans l'idée. On a déjà l'idée du coup de faire des trailers plus tard, un par toaster, à la façon de genre TF2 ou Overwatch, ou genre donner vraiment un background et une identité à ces persos via des vidéos aussi plus tard. Parce qu'on n'aura pas le temps de faire pour sauf un des toasters en gros. Mais du coup, il y a Marcus qui est un peu Rocky, il y a Frank qui est genre un flic infiltré dans la ligue, qui oublie son identité de flic et qui devient plus ou moins un sportif au final. Et tous les autres, je n'écrirai pas tout le monde ici, mais on les fait tous un peu comme ça. On invente du merch du coup, et on commence à identifier ce qu'est Toaster Ball. En fait, c'est une parodie du monde du sport en fait, via des grippins. Du coup, le merch, il est tout trouvé, en fait. Il y a les doigts en mousse, il y a les portraits signés, sauf que c'est mal signé parce que c'est un toaster. Du coup, il va y avoir juste un morceau de crayon raté dessus. Il va y avoir les cartes à collectionner avec façon Panini ou carte de baseball aux États-Unis. Tous les trucs que tu ramènes dans le stade et aussi le calendrier du stade qu'on a vraiment fait au final, du coup, avec des photos sexy de toaster dans toutes les positions. L'idée, c'est que voilà, ils se mettent à la tâche pour aider la charité. La charité, c'est nous, en fait, hein, c'est les développeurs qui n'ont pas d'argent. Et voilà. Et du coup, on a cette version-là qui commence à naître. On fait un petit revirement au niveau de la DA, parce que avoir des lights comme ça très prononcés et avoir un style qui se veut artistique, sans aller à fond dedans, ça pose pas mal de problèmes. L'idée, c'est qu'on se dit soit on va vers du côté PBR réaliste et tout et on y va à fond, soit on va plutôt du côté cartoon. Et comme on a pas mal d'éléments cartoon dans notre jeu, on a des ressorts, on a des mécanismes un peu très go gadgeto cartoon quoi. On décide d'aller plutôt de ce côté-là et de réélever un petit peu les lumières ambiantes, calmer les lumières directionnelles dans le truc, avoir des aplats de couleurs plus saturés, plus larges. Et d'aller là-dessus, ce qui est beaucoup plus simple pour nous après pour toute la suite du jeu, et ce qui donne juste une patte, qui est la patte encore de Toaster Ball aujourd'hui en fait. Et du coup ça c'est la version qui commence à aller vers celle qu'on a sur la version web, qui est la première version du jeu. Les toasters commencent à sortir de là où ils étaient avant, ils sont plus forcément fixes. On a été à fond, on a lâché la physique de Unity, on a enlevé le fait qu'ils soient fixes quoi. Et ce qui rend le truc beaucoup plus fun aussi parce qu'il se passe des choses intéressantes à l'écran. On comprend ce qui est marrant dans le jeu aussi, c'est de voir des toasters faire des trucs cons à l'écran en fait. Même si t'es pas forcément joueur, que tu regardes le truc sur Twitch ou quoi, il va se passer des situations marrantes avec ces toasters qui sont misérables et qui galèrent à faire des trucs, alors qu'il y a tout un public qui est chaud autour. Et on a ces deux portes du coup qui sont les buts, avec des boutons au-dessus, sur lesquels il faut appuyer avec la balle, les deux petits boutons rouges qu'il y a là-haut, ce qui permet d'ouvrir un peu les portes, et ce qui ralentit un peu le gameplay pour éviter d'avoir les buts qui sont direct ouverts. Comme les toasters font n'importe quoi, on a tendance à vite marquer un but. Et on imagine aussi à ce moment-là du coup des mini-jeux qu'on pourrait faire plus tard. On a pour ambition de sortir les toasters de juste ce stade et de les ramener un peu partout en fait, d'utiliser la mécanique et la physique du truc pour les porter dans d'autres situations. Il y a des trucs qui sont complètement absurdes et infaisables là-dedans. Spoiler, c'est des trucs qu'on n'a pas fait. Et aussi du coup on apporte les variantes, ce qui est beaucoup plus faisable puisque c'est dans la première version aussi du jeu. Les variantes, c'est en gros dès que la balle marque un but, elle est relancée avec une nouvelle variante de jeu. Au début elles sont très simples du coup. Il y a des gros toasters, des petits toasters, changer le scale sur Unity, ça prend 2 secondes. Avoir 2 balles au lieu d'une, ne pas avoir de tartine et du coup devoir utiliser juste la physique du toaster en sautant et tout. Et le pong qui est celui qui est le plus visuellement intéressant, où en gros on refixe les toasters de chaque côté et on garde ce truc un peu vertical qu'on avait au début quoi, avec vraiment le clin d'œil à Pong et le visuel qui va autour. Et du coup, le début de 2018 pour nous, c'est ça en fait, on n'a pas encore de studio, on n'a pas encore une vraie boîte, on n'a pas encore déclaré notre boîte au CCI et tout. On est juste en train de faire des trucs chez nous au chômage. Et par contre, Toaster Ball avance super rapidement parce qu'on a que ça à penser en fait, on fait que ça. Donc c'est un peu la période que je nomme Toaster Ball chômage édition, qui va culminer par la version itch.io qu'on sort fin juin. Et qui est encore aujourd'hui présente, on l'a mis à jour un peu depuis, mais qu'on présente à l'époque comme une démo. On a changé un peu la façon dont on parlait, on en parle comme un prototype maintenant. Mais c'est une démo avec à la fin un bouton qui mène vers suivez-nous en gros quoi. Parce qu'on a pour objectif de sortir vraiment le jeu dans une vraie version. Dans cette version-là, du coup, il y a que les variantes dont j'ai parlé pour l'instant. Il y a les 2 toasters là, il n'y a pas les autres, et on peut jouer qu'à 2.
Et ça, c'est du coup moi et Simon à ce moment-là qui font un petit salon. À ce moment-là, on a un PC portable, un Kakemono qu'on a acheté sur internet, et on a du coup des tabliers parce qu'on essaie d'aller dans ce truc de Couch Game Crafter, c'est des artisans. Du coup, on a des tabliers d'artisans sur nous. Ce qui est dommage, c'est que les gens nous prennent pour le staff qui sert la bouffe, et du coup, on nous appelle dès qu'ils cherchent des bières ou des trucs comme ça. Donc, on a vite changé de fusil d'épaule aussi là-dessus. Voilà. Et du coup, on continue là-dessus en 2018. Jusqu'à la fin 2018, on est encore plus ou moins concentré là sur juste la production du jeu, à l'exception près d'un Kickstarter en fait. On se dit qu'on va faire une campagne Kickstarter alors qu'on est personne, alors qu'on n'a pas de communauté, et avec tous les biais du survivant en tête de ouais, t'as vu, il y a plein de campagnes, il y en a qui réussissent super bien, il y en a même qui font des millions et tout. On devrait prévoir des paliers super loin, ça va vachement bien marcher. Et du coup, on se met à créer une page Kickstarter avec la présentation des toasters dessus, des paliers de variantes qu'on pourrait avoir, les mini-jeux sont dessus, une version online, je crois, est dessus. Et ce qui est cool pour nous dans un sens, parce que ça nous permet de travailler sur les rewards. En fait, les merchandising, le fait qu'on les ait fait vraiment, les trucs que je vous ai montré tout à l'heure, le calendrier du stade et tout, c'était pour le Kickstarter en fait. Ça aurait pu rester des concepts, mais là on les a produits pour de vrai, pour les avoir en récompense aux gens qui payaient le Kickstarter. Mais en rétrospective, si je devais classer l'idée du Kickstarter dans une tier list, l'idée de faire un Kickstarter alors que t'es personne, que tu sors d'études, que t'as pas une chaîne YouTube super connue, que t'es pas une personnalité connue, que t'as pas un Discord avec 1000 personnes dessus, vraiment que tu démarres et que t'as juste tes biais du survivant en tête, je dirais que c'est pas ouf. Je dirais qu'il faut pas tenter de faire ça et qu'il faut absolument pas se lancer là-dedans si jamais vous démarrez un projet. Il faut surtout regarder les autres projets qui réussissent pas, il y en a beaucoup. Et en fait, c'est comme jouer au loto, hein, genre de démarrer un projet Kickstarter alors que vous êtes personne. Il y a des chances que ça réussisse, certes, et vous allez en voir qui ont réussi comme ça. Mais c'est pas du tout un business plan viable. Mais voilà, on se met là-dessus, c'est quand même beaucoup d'efforts, donc on perd dans un sens du temps, mais on fait aussi plein de choses intéressantes, on fait des vidéos, on fait du contenu pour le jeu qui le font voir, et ça sert quand même de pub un peu pour le jeu. On arrive à remplir le Kickstarter quand même, le premier palier qu'on avait placé à $8000, en grande partie grâce à nos potes et grâce à nous qui avons injecté aussi dedans, parce qu'en vrai tout le monde fait ça au début d'un Kickstarter, t'injectes un peu dedans pour lui donner de la vitesse, et en fait au final c'est surtout ça qui a fait qu'on a réussi. Donc on a un peu de budget mais pas beaucoup, on a fait un peu de com, et il y a quelques personnes qui ont quand même misé dans le Kickstarter, donc qui suivent le projet maintenant, c'est déjà ça. Et ça nous mène à 2019, qui est une année sur laquelle on va bosser sur Toasterball, mais beaucoup moins. On va être, alors quand même encore, hein, mais ça va être un peu plus léger que la première. On va faire plein d'autres trucs. On va faire une incubation à la pleine image. On va découvrir que, en fait, on peut parler aux gens de notre projet. On savait que la pleine image existait. Hein, on savait que voilà, il y avait des aides et tout pour nous. Mais en fait, on avait juste commencé par faire nos trucs dans notre cave. Et faites pas ça aussi. Allez voir des gens le plus tôt possible et parler de votre projet et essayer de récupérer aussi des aides pour votre projet. Et notre incubation, elle va se finir assez tôt en fait, parce qu'on va créer la boîte, notre studio, en début avril. On va créer le studio pour de vrai, parce qu'en fait on faisait des prestats, et c'est aussi pour ça qu'on a passé un peu moins de temps sur Toasterball cette année-là. On a dû commencer à aller chercher de l'argent à droite à gauche, et au début c'est des petites prestats, ça va être des cours, ça va être des petits ateliers, ça va être des petits trucs qu'on fait à droite à gauche en notre nom. Et donc on dépose le nom du studio, on se rend compte qu'il y a personne qui sait prononcer le nom du studio. En allant voir le banquier, en allant voir la CCI, il y a personne qui comprend le mot Couch Game Crafter, et on les comprend en même temps, c'est pas très clair. Mais on obtient notre CABIS, le fameux document qui fait de nous un studio officiel. On est patron d'entreprise à partir de ce moment-là. Il y a Théo qui nous rejoint en stage à partir de juillet aussi, qui reste un petit peu avec nous et qui du coup peut lui avancer un peu plus sur Toasterball. Et en parallèle, on commence une vraie grosse presta. C'est pour ça que je disais qu'on passe un peu moins de temps sur Toasterball cette année, qui est pas juste une petite presta comme celle qu'on a fait avant, qui nous prend beaucoup plus de temps et qui requiert un peu toute l'équipe dessus. On bosse pour un orchestre à Strasbourg qui fait des reprises de musique de jeux vidéo. Ça s'appelle le No Limit Orchestra. On fait en gros une animation pour eux, une animation interactive qui va se jouer pendant leur concert et qui va servir de transition entre les musiques. Donc on est là-bas, on va sur place, on est dans la régie et tout, on s'investit à fond dessus. Et Joris participe au truc, mais il faut savoir qu'il est pas encore à 100% là dans le studio à ce moment-là, parce que lui a encore son prêt étudiant à rembourser, et du coup il est encore à moitié sur Paris en train de bosser pour Radio France, qui était son alternance et du coup son job après. Et du coup, par contre, voilà, Simon et moi sommes quasiment à fond dessus. Et
Et on va là-bas et on se retrouve. Et on apprend qu'il faut du coup jongler entre Toaster Ball et nos prestats. Et c'est un truc qu'on va apprendre là pour la première fois et qui va rester tout le reste du temps du studio, hein, qui est le cas pour pas mal de studios qui sont ici aussi. Jongler entre les trucs qui rapportent de l'argent et les trucs qui ne le font pas, mais qui sont vos projets principaux en fait. Hein. Jongler entre la presta et le reste. Sachant que la presta nous rapporte même pas énormément d'argent à ce stade-là parce que on s'est investi trop typiquement dans nos limites orchestra pour trop peu de budget. Parce qu'on a envie de faire des trucs bien. Et voilà. Donc ça, on est un peu en train de jongler avec toutes ces idées-là et de découvrir ces problématiques-là que pas mal de studios découvrent assez rapidement. Mais ce qui ne nous empêche pas de continuer à faire le jeu en fin d'année et de terminer par un Early Access qui sort en janvier 2020. Beaucoup trop tôt par rapport à la timeline parce que vous savez que ça va mettre 5 ans à continuer. Mais l'Early Access sort à ce moment-là. On a réussi quand même à avoir une version du jeu à ce moment-là qui est plus grande. On n'a plus nos petits publics en 2D qui sont juste des particules. On a refait tout le stade pour que ce soit plus stylé de loin. On a un vrai menu qui ressemble à un vrai jeu. C'est vraiment vendu sur Steam et ça coûte de l'argent. Il y a un menu de sélection avec tous les personnages du coup maintenant qui sont là. On peut jouer à 4, ce qui est le gros truc nouveau aussi. Et il y a beaucoup plus de variantes du coup. Il y a des portes cassables, il y a des bombes. On met pas tout dans le trailer là parce qu'on a envie de garder des surprises, mais il y a du portal, il y a des toasts infinis. Et le jeu commence à ressembler à la version finale beaucoup plus là cette fois-ci. Il est sur Steam, il est achetable, il est peu acheté mais il est achetable. Les gens peuvent l'acheter mais pas beaucoup de gens le font. Et on découvre aussi du coup à ce moment-là une réalité qui est celle du marché du couch game du coup. On pensait qu'en le sortant on allait voir quand même la diff, mais sur PC des gens qui achètent des jeux pour jouer à 4, c'est-à-dire brancher 4 manettes, un rallonge HDMI jusqu'à leur salon et recevoir leurs potes sur ça. Il y a peu de gens. Nous, on le faisait, mais on n'est pas nombreux à le faire. Et même juste globalement, c'est un marché plus petit quand t'as pas de coop, quand t'as pas de online, quand t'as pas de coop sur une longue narration, on va dire, de online ou de solo, il y a beaucoup plus de difficultés à convertir des vues en achat, quoi. Mais voilà, ce qui nous empêche pas de continuer à faire des updates. On est sur la lancée de l'Early Access, on se dit, allez, vas-y, on fait des petites updates petit à petit. Et pour l'instant, ça ressemble à une Early Access classique, quoi. On arrive à faire des petites releases où c'est genre deux ou trois variantes avec une petite vidéo qui l'accompagne pour faire une petite com dessus. En parallèle, on continue nos prestats, on bosse pour Wingobert qui est un Twitcher. On refait sa communication visuelle, on refait ses réseaux et l'habillage de sa chaîne Twitch. Ce qui est cool parce que du coup, il nous fait des petites vidéos sur le jeu. Donc il y a un petit truc là où on se dit peut-être que nos prestats elles peuvent des fois rentrer en synergie avec ce qu'on fait en tant que studio. Et en parallèle, il y a d'autres gens qui font des vidéos sur le jeu. Rien à voir avec Wingobert, mais du coup, le jeu commence à exister en tant que produit sur Internet, quoi. Il y a notamment deux youtubeurs polonais qui sont hyper connus là-bas, qui font des vidéos sur nous et qui font quasi une série de notre jeu. Ce qui fait que déjà à ce moment-là, la moitié de nos ventes sont polonaises et encore aujourd'hui elles le sont, parce que on a eu les gros youtubeurs de là-bas, quoi, qui continuent à faire des vidéos encore aujourd'hui. Il y a Joris et Théo du coup qui nous rejoignent pour de vrai cette fois-ci, c'est-à-dire que Joris là cette fois-ci il a fini dans son prêt. Il habitait à Paris, il revient à Lille et il vient avec nous. Et Théo rentre en CDD à la boîte aussi à ce moment-là, après ses études. Et on devient le studio tel qu'on est aujourd'hui. On n'a pas changé en termes d'effectifs encore aujourd'hui. C'est nous 4, du coup c'est les crafters. Et ça c'est notre image de l'époque. Et puis arrive du coup la presta qui va nous prendre le plus de temps quasiment de toutes les prestas qu'on a fait jusqu'ici, qui est le podcast Un Bon Moment. Donc c'est le podcast avec Kian Kojandi et Navo, ce sont les mecs qui ont fait Bref, qui du coup sortait à l'époque toutes les semaines sur internet, et chaque semaine il y avait une énigme dedans en fait. Et l'idée c'est que nous on faisait les énigmes de la saison 2 du podcast, et on aurait pu du coup prendre l'argent de la presta et mettre un code en morse dans chacune des vidéos des énigmes, mais on a voulu encore une fois trop s'impliquer dedans et vouloir faire un truc stylé. Faut se dire qu'on débute, faut se dire que c'est la première fois qu'on peut faire des projets artistiques et du coup là des projets artistiques payés. Là c'est un projet qui va avoir de la visibilité parce qu'il va être sur internet et tout. Du coup pour chaque semaine on fait pour eux vraiment un site différent avec tout un game design différent en gros, quoi. Il y a des trucs en 3D, il y a des sites sur lesquels il faut revenir tous les jours, il y a des cartes postales qui sont envoyées à des gens, il y a vraiment un ARG par semaine qui est créé en fait. Et ça marche trop bien, la communauté est trop contente et tout. Sauf que si vous regardez, il y a plus trop de rouge sur la timeline à ce moment-là. Il y a que du bleu en bas, parce on est concentré là-dessus en fait. On kiffe faire ça, on kiffe avoir des retours. Il y a un truc où pour la première fois aussi, il y a une communauté déjà existante sur laquelle on vient se brancher, et du coup, c'est hyper satisfaisant de voir ça en fait, de voir des jeux qu'on fait être appréciés par des gens en temps réel. Dans les Toaster Ball a un petit public, mais il est très petit à ce moment-là.
On se renomme les crafters à ce moment-là parce que Couch Game Crafter, ça commence à faire chier un peu. Effectivement, c'est compliqué à prononcer. Effectivement, tout le monde nous appelle les crafters depuis le début, un peu en off, quoi. Donc autant aller à fond là-dessus. Et on le fait juste avant de sortir la vidéo de conclusion des énigmes pour Kian, du coup, pour vraiment un peu valider ce truc-là qu'on fait pas que des couch games, du coup. On fait un peu de tout et on est les crafters, quoi. Du coup, voilà, on fait ça, on devient les crafters. Sauf qu'en attendant, Toaster Ball, il attend. Il a pas avancé depuis la dernière update qu'on a fait en mai. Et on se dit, ce serait cool qu'on puisse avancer dessus. Et comme par hasard, en début 2020, du coup, on reçoit on nous appelle, il y a un éditeur qui vient nous voir et qui nous dit, on serait intéressé par Toaster Ball et par le fait de publier, quoi. Et du coup, pour nous, c'est trop bien. C'est une méga bonne nouvelle. On se dit, cool, on va pouvoir avoir du budget pour se mettre dessus, on va pouvoir mettre de côté la presta, on va pouvoir se focus sur ce qu'on a vraiment envie de faire. Du coup, on est trop content. On réfléchit à tout ce qu'on peut faire autour de ça. On revient sur toutes nos idées qu'on avait depuis le début et on vient leur présenter et ils nous disent ouais, on veut vraiment vous donner du budget, un budget conséquent pour que vous puissiez faire la version du jeu que vous envisagez la meilleure, en fait, la vraie version du jeu telle que vous l'avez en tête, quoi. Donc on leur parle d'un mode custom qu'on avait en tête où on pourrait choisir les variantes qu'on veut et puis les mettre une à une. On leur parle du côté compétitif qu'on a envie d'amener avec le jeu. On a envie de le mettre online et d'avoir un système de ranking ou un truc du genre. L'idée, c'était d'être le jeu de blague des compétitions d'e-sport, en fait. D'être le truc en finale de la vraie compétition d'e-sport où c'est un jeu rigolo, mais il y a quand même genre... il y a quelque chose en termes de gameplay, il y a quelque chose en termes de profondeur, ce qui fait que voilà, c'est une blague, mais pas que. Donc on avait ça comme idée. On voulait mettre des IA aussi dedans pour pouvoir juste se battre contre des bots, en fait, tout simplement. Le porter sur console et le localiser. Et potentiellement aussi, on voulait ramener les mini-jeux dont j'avais parlé au début, on leur a présenté, et faire des maps pour avoir des screenshots différents, en fait, tout simplement. Parce que là, pour l'instant, le screenshot, c'est toujours le même. C'est le même fond violet avec les mêmes toasters quasiment au même endroit. On voulait apporter de la diversité au jeu visuellement pour juste que les screenshots soient un peu plus attractifs. Et potentiellement, peut-être à ce moment-là, on se disait avoir des variantes qui sont propres aux maps. On commence à bosser sur une version online du jeu. On met en place un début de moteur qui nous servira pour notre jeu d'après, mais à ce moment-là, on savait pas. Mais on commence à bosser là-dessus. On a un des premiers trucs montrables et on en parle avec eux. Et c'est tout un temps dans lequel on développe un dossier avec ces éditeurs-là pour avancer sur la suite, quoi. Donc on est méga content, on est refait, on en parle à tout le monde. On part en vacances parce qu'en fait, ça tombe pile pendant les vacances. En fait, on arrive sur un stade de la négociation où on a déjà négocié, on a envoyé un truc, ils ont renvoyé un truc et ils disent bon ok c'est bon, on a validé. Ça part au légal, c'est juste que là tout le monde est en vacances, vous comprenez comment c'est et tout. Revenez après les vacances et on va signer quoi en gros. Donc on part en vacances, on est hyper content et on revient et ils nous appellent et ils nous disent non en fait c'est mort, ça va pas se faire. Alors du coup à ce moment-là on est un peu deg, on n'est pas à la fête. On se demande pourquoi ils nous ont pas pris en fait. Et la raison qu'ils nous donnent, c'est qu'en gros il y a un projet en interne qui a foiré et qui remettent le thune qu'ils voulaient mettre dans notre projet sur ce projet-là. Il y a d'autres théories et tout, mais en gros voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut pas le faire en gros, hein, que tout ce projet-là je fais pas. Et du coup, on se retrouve avec plein d'idées, plein de trucs qu'on peut pas faire. Du coup, tout ce dossier qu'on a construit pendant des mois avec eux, qu'on a mis du temps à raffiner. Faut se dire que là, ça fait quand même 3-4 mois qu'on bosse juste sur ça, sur un concept de ce qui serait Toaster Ball au final, et qu'on bosse sur le proto du online aussi. Et donc, on met toutes ces idées-là dans une boîte avec tout merge dedans, tout ce qu'on sait faire en tant que graphiste avec des petits stickers dessus. On fait un faux journal avec marqué Toaster Ball à la recherche de publisher et tout. On fait des fausses pubs dedans. On envoie ça aux éditeurs qui nous plaisent le plus. On se dit peut-être que quelqu'un va prendre. Il y a tout le dossier qui est fait. Il y a plus qu'à valider quoi. Le budget est pas non plus si insurmontable. Et tous nous disent non en fait. Tous nous disent. Alors il y en a qui répondent pas aussi comme d'hab. Mais tous nous disent que il y a plusieurs problèmes en fait dans le jeu. C'est un couch game déjà, donc il est sur un marché qui est compliqué. Et il est en early access depuis trop longtemps. Donc eux, ils peuvent pas contrôler la com, ils peuvent pas contrôler le cycle d'update. Il est déjà le fait qu'il soit en early access, dans un sens, il est déjà testé. Donc en fait, ils voient que ça ne marche pas. Donc en rétrospective, je dirais que l'early access non plus, c'est pas ouf. Si jamais vous n'avez pas de plan pour la suite et que vous savez pas exactement où vous allez, attendez avant de commencer un truc. C'est pas parce que ça va vous rapporter un peu d'argent au début que c'est forcément un bon plan.
Mais du coup, voilà, on se retrouve avec ce petit souci-là où en gros, on a bossé plusieurs mois sans avoir rien au final. C'est un moment très dur hein, pour nous. Genre, si on n'était pas à plusieurs dans la boîte, je pense on aurait abandonné à ce moment-là. On a fait un point de crise de qu'est-ce qu'on fait là, genre qu'est-ce qu'on fait alors qu'on pensait que ça allait être bon, quoi. Et le truc, c'est qu'aussi pendant plusieurs mois, on avait dit non à plein de prestats en fait, parce on avait plein de gens qui venaient nous voir en mode ouais, on a vu ce que vous avez fait pour un bon moment, c'est stylé et tout. Est-ce que vous pouvez pas venir pour nous? Il y a Ubisoft qui vient nous voir et tout pour des trucs. Et on disait non, on est sur un projet, on va être publié et tout. On va se concentrer sur les trucs importants, il y a pas de galère et tout. Et en fait, bah non du coup. Donc on rappelle tout le monde. Est-ce que vous avez encore de la place pour le truc que vous disiez la dernière fois? Et heureusement, il y a Cartier de toutes les boîtes, les bijoutiers du coup, qui nous avaient contactés, à qui on avait dit non, et qui nous avait vu pour un bon moment. Donc bizarrement, il y a quelqu'un dans le truc de com de Cartier qui avait vu ce qu'on avait fait pour un bon moment et qui ça les intéressait. Et du coup, ils nous appellent et on fait une presta pour Cartier qui plus ou moins sauve la boîte parce que les bijoutiers, argent, beaucoup d'argent. Et alors pas énormément, mais déjà beaucoup plus que toutes les prestas qu'on a fait avant, ce qui nous permet de revenir un petit peu et de pas mourir immédiatement. C'est pas les meilleurs prestats. J'ai pas d'image à montrer parce qu'il y a NDA et parce qu'en vrai il y a rien de ce qu'on a fait qui est vraiment sorti, donc ce serait compliqué de montrer les trucs. Mais voilà. Et il y a aussi M du coup, le chanteur M, pour qui on va faire une longue presta et qui va commencer en 2022. Et à ce moment-là, nous du coup, il faut se dire que on ressort de Toaster Ball où on était désespérés, on n'avait pas pu réussir ce qu'on avait à faire. On est content de bosser sur des projets concrets, des projets payés et des projets qui ont de la visibilité. Et du coup, M, c'est pareil, c'est une super aubaine pour nous. On fait un méga long projet, quasi aussi long qu'un bon moment, peut-être même plus en fait, avec un ARG entier qui est lié au dernier album du coup de M, Rivalité. On se plonge dans l'univers du chanteur, il y a plein de trucs super cool à mettre graphiquement en scène. Il y a de la 3D, il y a un système de mots de passe, il y a toute une communauté pareille à gérer, il y a un Discord et puis il y a plein d'étapes et plein de styles visuels dedans et du coup on s'éclate en tant qu'artiste et tout et on s'éclate en tant que game designer parce que c'est du jeu aussi. On va au concert de M et tout, c'est stylé. Encore une fois, c'est une expérience aussi humaine à ce moment-là. Mais le truc, c'est que du coup, ça fait longtemps que Toaster Ball a pas avancé. Si on regarde la timeline, du coup, la dernière update, c'est ici. Et nous, on est là, et il y a beaucoup trop de temps entre les deux. On commence à nous appeler l'Early Access le plus long du monde. On commence nous-mêmes à un peu désespérer de où en est le jeu. On se dit que si on va sortir Toaster Ball pour de vrai, en fait, ce sera un peu Toaster Ball 2 en fait dans l'idée parce que tout le monde a oublié le premier déjà depuis le temps. Et ouais, genre on se dit que on hésite des fois à cliquer sur le bouton publier en mode bon bah c'est pas grave, il est déjà dans les access, tu cliques sur publier, voilà, il n'y a pas d'update à faire et tout. Mais on a quand même toutes ces idées en tête et on sait pas quoi en faire en fait. On a l'idée du online qui commence à nous paraître vachement importante parce qu'il y a plein de gens qui nous disent c'est dommage votre jeu, en fait je l'ai acheté ce soir tout seul et je voulais tester quelque chose et en fait je peux ni jouer solo ni jouer online. Donc je l'ai fait rembourser quoi. On a envie quand même d'avoir 2-3 variantes en plus et on se dit après tout ce temps, genre juste l'envoyer tel quel, c'est un peu dommage, il faudrait quand même qu'il y ait quelque chose à montrer pour le jeu quoi. Et du coup on se pose entre nous, on se dit bon on a fait de la presta, on est un peu plus sécurisé financièrement maintenant. Est-ce qu'on reprendrait pas toutes ces idées-là et est-ce qu'on essaierait pas de faire un truc nous-mêmes en sacrifiant du temps et en sacrifiant de l'argent, c'est-à-dire que l'argent va faire que couler à ce moment-là, mais on se lance à fond dessus et on se focus sur Toaster Ball quoi. Et du coup c'est ce qu'on fait. On se lance à fond sur Toaster Ball, on se met à travailler dessus comme des fous. On intègre les maps, du coup, à ce moment-là. On donne un peu plus d'intérêt visuel au jeu que ce qui était juste le stade avant, quoi. Du coup, on s'amuse à faire plein de petits effets, plein de petits shaders, revenir un peu sur ces trucs-là qui sont juste en fait du jeu, quoi, du vrai jeu vidéo. On essaye de rendre le truc un peu plus stylé visuellement. On joue beaucoup sur les faux volumétriques, donc en fait c'est des mèches avec juste des shaders dessus. Mais on en met un peu partout dans le jeu pour rendre le truc plus visuellement attrayant, comme je disais. Un truc qu'on utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle des layers de fog. Donc en fait c'est genre juste un plane avec un truc à moitié opaque dedans, mais qui réagit au contour de ce qui touche en fait. Donc en gros il prend le depth buffer de la caméra et il va lisser un petit peu sur les contours. Et ce qui nous permet de faire c'est du fog très contrôlé pour séparer visuellement des éléments et créer une hiérarchie visuelle dans le jeu. Sur le château, du coup, si on l'a sans, c'est ça, et avec, du coup, ça commence à donner ça. Donc là, il y a le vrai fog de Unity. Et tous ces petits éléments qu'on rajoute par-dessus pour créer de la hiérarchie visuelle. Donc, fun fact, ce château se voit 3,5 secondes dans le jeu. Donc, vous voyez qu'on optimise super bien notre temps chez les crafters. On intègre aussi, du coup, dans le jeu, les variantes qu'on avait, la liste des variantes qu'on avait en tête. Du coup, petit
Petite dédicace du coup à Florian qui est venu en stage du coup chez nous, qui est aussi un étudiant, et à Margot qui a aussi bossé sur des visuels que je montrerai après du coup. Mais du coup ouais, on bosse sur ces variantes-là. Il y en a beaucoup plus maintenant. On intègre le background des toasters dans le jeu parce que pour l'instant c'était un peu un truc à côté. Il fallait aller même en vrai il fallait aller sur le Kickstarter pour voir les backgrounds des jeux, enfin des toasters. Ils étaient sur le site aussi pendant un moment. Et on met des visuels, on met leur histoire dessus, et en fait on donne une occasion aux joueurs de découvrir tout ce qu'on a écrit sur ces toasters, juste avec un menu qui est dans le jeu. Tous les fonds que vous voyez quand on sélectionne un toaster, c'est des fonds qui apparaissent au moment du versus. Il y a un petit écran de versus au début du jeu, et ils sont chacun sur leur fond, et voilà, ils ont leur petite histoire et tout. On change les portes parce qu'en fait ça posait un gros problème de gameplay. D'un point de vue game design, les 2 portes qu'on avait au début qui s'ouvrent progressivement, en fait c'est jamais bien parce que des fois la balle passe en dessous de la porte au tout début et la partie dure 5 secondes, même pas, dure 1 seconde, et des fois elle reste fermée beaucoup trop longtemps. Et ça dure beaucoup trop de temps en fait. La balle rebondit. Si elle touche pas le bouton, il y a un moment où ça devient chiant quoi. Et du coup on a remplacé ça par des portes qui sont les portes cassables en fait. C'était une variante avant, on en a fait les portes par défaut du jeu. Et maintenant elles sont dans le stade par défaut. Ce qui est beaucoup plus stratégique parce que tu casses d'abord une porte puis une autre. Et il y a un truc où tu vois en temps réel l'état en gros tes points de vie quoi, hein, l'état de ton but quoi. Ce qui est beaucoup plus sympa et ça change pas mal le jeu. On intègre des IA du coup dans le jeu, donc on bosse sur un système d'IA par des embranchements de choix et trucs comme ça. Ce qui est vachement marrant de voir des toasts bouger tout seuls, enfin des toasters bouger tout seuls et tout. Et juste nous de pouvoir faire play et d'enregistrer pour avoir des footages, c'est quand même assez cool aussi. Du coup voilà, il faut faire tous les détections de plateformes, tous les trucs comme ça quoi. Et du coup voilà, on est sur la période que j'appelle Toaster Ball the Comeback, donc c'est le moment où on rebosse à 100% dessus. Un peu parce qu'on est en mode let's go, on n'a plus rien à perdre quoi. En gros, genre on en finit le jeu coûte que coûte le plus vite possible et on essaie de enfin terminer avec ça. Parce que nous, ça faisait longtemps que ça nous pesait aussi de se dire on a commencé un jeu qu'on n'a pas fini. Et en termes de com, c'est pas ouf. Nous, d'un point de vue créatif, c'est pas ouf. On sait que pour faire des trucs artistiquement, il faut itérer. Sauf que le jeu vidéo, c'est un médium long. En fait, les gens qui font de la photo, même qui font de la musique et tout, ils peuvent se permettre d'itérer, de poster des trucs et de voir des retours en temps réel. Nous, on est obligé de passer énormément de temps derrière un PC pour ne serait-ce qu'avoir un morceau de level. Et c'est chiant en fait. C'est chiant de pas pouvoir poster quelque chose et d'avoir un résultat quoi. Et du coup, voilà, on arrive à faire tout ça. Et en parallèle, on fait des devlogs pour le jeu. Donc, en gros, on essaie de partager les avancées du jeu en faisant des trucs marrants. On fait des courts-métrages dans des mini-courts-métrages, en gros, sur une chaîne qu'on appelle Weird Sport Channel, dans laquelle Toaster Ball est juste un sport parmi d'autres. Du coup, il y a le lancer de saucisses, il y a aussi d'autres trucs comme ça dessus. Il y a des interviews avec les toasters. On se sert de ça pour mettre en scène, en gros, ce qu'on est en train de créer. Genre, par exemple, là, c'est l'unveiling des IA. Et du coup, on a présenté ça comme un truc Apple. Il y a la course de parpaing. On remet les pubs, genre, pour le calendrier dedans. On présente les maps dessus. Et voilà, on profite de, genre, pouvoir faire une fausse chaîne pour un truc et du coup, on se permet de curling de poisson. Voilà, celui-là. Ça nous fait marrer. Il y a genre 50 vues, mais ça nous fait marrer. Et on s'éclate à le faire, et déjà, c'est déjà ça. La sortie PC, du coup, arrive le 3 mai 2023. Et après ça, on se met à bosser sur un portage Switch parce que, alors du coup, vous l'avez vu, on n'a pas de version online dedans. Mais on essaie de faire tout ce qu'on peut pour corriger ça en fait. C'est pour ça qu'il y a les IA. Du coup, au moins tu peux jouer contre les IA si tu viens d'acheter le jeu. C'est pour ça aussi, dans un sens, qu'on fait le portage Switch parce que c'est beaucoup plus adapté. Là où le PC, les gens vont attendre du online, vont attendre du solo, des choses comme ça. Sur la Switch, le couch game est quand même beaucoup plus à sa place. Et pour nous, depuis le début, tout le monde dans les salons nous dit, ce serait cool que ce soit sur Switch. J'attends qu'il soit sur Switch pour l'acheter. Et on est d'accord en fait. Genre, c'est vraiment important qu'il le soit. Et du coup, on contacte Olivier de Steven Studio. Moi, je vais le voir en lui disant on a déjà un dev kit, on a déjà avancé sur des trucs. Est-ce que tu peux le faire pour nous quand même, parce que je suis pas très confiant d'aller jusqu'au bout. Je sais pas, je connais pas toutes les embûches qu'on va avoir sur la Switch et tout. Et combien ça coûterait? Et en vrai, ça coûte beaucoup parce qu'en vrai, il y a moyen qu'on puisse pas. Bon, on te demande quand même, mais il y a moyen qu'on puisse pas. Et il nous dit non, mais les gars, je vais pas vous arnaquer. Je vois que vous pouvez le faire. En fait, je vois l'état du truc et tout. Faut juste un peu de temps et un peu de guide quoi. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que plutôt, au lieu que vous me payiez pour le faire, je vais vous faire un micro de contrat édition. C'est un peu ce qu'on a fait avec lui, où je vais vous payer pour que vous le fassiez vous, et moi je suis là pour vous, et si vous avez des questions, je vous aide, et je me recouperai sur ce que j'ai payé sur les ventes de la Switch. Et du coup, c'est un genre de mini contrat d'édition quoi qu'il nous a fait. C'est super sympa de sa part, et ce qui nous a permis d'apprendre à faire des jeux Switch aussi, de voir le processus jusqu'au bout. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça. À part le fait que notre jeu n'était pas opti du tout et qu'en fait, il tournait à 10 FPS sur Switch.
Et là-dessus, ça a été un enfer. D'ailleurs, petit conseil, si vous devez mettre des couleurs partout dans votre jeu, utilisez pas un matériau par couleur, c'est très 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 con de faire ça. Ça fait un draw call par matériau et en fait, vous êtes beaucoup mieux à faire des palettes de couleurs ou un système avec des textures, des trucs comme ça, parce que sinon, votre jeu va tourner à 10 FPS et vous allez être deg. Et il y avait d'autres raisons, hein, mais voilà, ça nous a permis de vraiment l'opti à fond aussi le jeu. Je vous passe les détails du truc. Voilà, après il faut mettre des icônes dedans, il faut l'adapter à la manette. Et du coup, on arrive à le sortir sur Switch beaucoup plus tard, du coup en novembre. Mais voilà. Et voilà, Toaster Ball est enfin sorti à ce moment-là sur toutes les plateformes qu'on voulait. On peut refermer le projet Unity. Il y a un côté un peu, il y a un accomplissement. Il y a un truc cool de pouvoir faire ça, quoi, et enfin penser à autre chose, penser au jeu d'après. Et je vous montre à quoi ça ressemble du coup. I remember the first time I saw them. I was barely old enough to get in the stadium, and yet here I was, witnessing these miracles on the field. They were incredible. After all these years, I still think of them as heroes. The ones who overcame the odds. The ones who got back up after every fall. The athletes. Voilà. Merci. Et du coup, en termes de résultats, qu'est-ce que ça donne en termes de visibilité, en termes de vente, etc., quoi. On a fait énormément de vues sur YouTube et partout. En tout cas, pour nous, pour un premier jeu, on est plutôt content de ce truc-là. On a, comme je disais, plein de youtubeurs qui ont pris le truc. On est passé à l'Indie World Japon en premier, du coup, dans la liste des trailers, c'était cool. On a fait Games Made in France. On est passé à la télé japonaise plusieurs fois. Non, une fois à la télé japonaise, une fois à la télé de Taïwan. Et genre, c'était marrant. C'était marrant de voir ça de loin. Voilà, en tout combiné avec tous les trucs qu'on a fait, il y a plus de 20 millions de vues, ce qui est trop bien. Et en termes de ventes, on est à 15 000 ventes. On a gagné 40 000 euros. Et on a 221 reviews, ce qui est beaucoup moins cool. Surtout étalé sur 5 ans, c'est-à-dire 40 000 pour ceux qui disent 40 000 c'est ouf. Étale ça sur 5 ans et sur 4 salaires, ça fait pas beaucoup. Donc voilà, c'est pas le jeu le plus rentable du monde non plus. Il y a pire, il y a clairement pire pour un premier jeu. Il y a des jeux qui passent juste à la trappe complètement. Mais voilà, nous on n'a pas été jusque là. Il y a plusieurs raisons du coup à ça. Hein. La première c'est que c'est notre premier jeu, du coup on a peu de visibilité et tout. La deuxième c'est le marché aussi du couch game. Comme je disais, c'est hyper compliqué de convertir tout ça en jeu quand il y a vraiment un bouchon à ce moment-là, en fait. Il y a un truc où les gens ont pas le réflexe d'acheter un truc pour y jouer à 4 tout de suite. Ce type de jeu-là, les gens ont plutôt tendance, on a l'impression en tout cas, à les acheter la veille d'une soirée entre potes ou à pas les acheter du tout, parce qu'en fait, voilà, le marché est petit pour ces trucs-là, bizarrement. Après, voilà, on n'a pas toutes les raisons aussi, et on peut que spéculer là-dessus, quoi. En termes de vente, du coup, donc c'est un camembert, mais du coup c'est un maroilles. Du coup, ça... Et du coup, en termes de vente, la plupart c'est Steam. Voilà, comme pour pas mal de jeux, hein, c'est toujours ça. Je peux détailler un petit peu de tout. Du coup, dedans, il y a Genba, qui est un distributeur qui va en gros se charger de redistribuer le jeu sur plein d'autres plateformes que Steam. Et du coup, ils font un package sur plein de plateformes un peu obscures. On est sur des trucs type Walmart et tout aussi, genre aux États-Unis et tout. Et du coup, ça c'est pas mal. Ça vaut le coup parce que vous leur envoyez en gros des clés Twitch et ils s'occupent de faire la redistrib pour nous. Pour vous. Random Bazaar, c'est un truc un peu particulier en fait, c'est parce que Toaster Ball est un jeu qui fonctionne très bien en salon, et ça on l'a beaucoup vu et c'était toujours cool. Il y a plein de gens qui viennent avec des jeux narratifs et on est obligé de leur mettre un casque sur les oreilles, leurs potes les abandonnent, ils sont obligés de faire le jeu narratif dans le salon tout seul. Toaster Ball, un jeu couch game, ça marche beaucoup plus en salon, il y a de l'émulsion, les gens viennent, ils s'amusent et tout. Et du coup, on a quelqu'un qui est venu nous voir pour faire une version qui se jouait avec des pédales au sol, et en gros on pouvait contrôler les toasters en marchant dessus. C'était au moment du Covid, ça faisait sens à ce moment-là.
Et en fait, il a voulu continuer à mener ce truc-là et à amener ça de salon en salon. Et du coup, c'est Henri de Random Bazar qui s'occupe de le faire. Et on a un deal avec lui où à chaque fois qu'il se fait de l'argent là-dessus, il nous en verse un petit peu. Et du coup, ça nous rapporte un peu. Poki, c'est la version web de Toasterball en fait. C'est un site type Miniclip dans l'idée quoi. Un site de jeux Flash, mais du coup de jeux web, qui nous rapporte de l'argent via des pubs dessus. Et après, on a le tout petit truc là avec Epic Games, GOG et Microsoft qui nous a coûté énormément de temps à intégrer. Surtout Microsoft, c'est terrible à intégrer. Il nous a rapporté que dalle, donc en fait faites-le pas si vous faites vos premiers jeux. Perdez pas trop de temps là-dessus. On s'est dit ouais c'est cool d'être sur toutes les plateformes, les gens vont nous découvrir là-dessus parce que comme c'est des plateformes où il y a moins de jeux comparé à Steam, du coup on sera plus visible et aussi moins de gens. Et il y a aussi typiquement qui va sur le App Store Microsoft quoi, genre personne, n'y allez pas. Et la Switch c'est marqué 0 en fait, c'est juste parce qu'on est toujours en attente de recoupe, mais on gagne de l'argent dessus petit à petit quoi. Voilà. Et du coup, on peut se demander, quelle leçon à retenir de tout ça en gros quoi. Est-ce que ça valait le coup de faire tout ça? Est-ce qu'on n'aurait pas juste dû s'arrêter à la version web et passer à la suite parce qu'au final, c'est pas si rentable que ça nous a pris du temps, c'est beaucoup de pression aussi à s'imposer nous-mêmes. Et il y a une façon de présenter les choses qui ouais, faites pas comme nous, on est un peu cons et ne suivez pas notre exemple. Apprenez de nos leçons et puis faites un jeu qui est beaucoup plus rapide pour votre premier jeu. Et effectivement, il y a des trucs qu'on ferait différemment aujourd'hui en fait. On prioriserait mieux ce qu'on fait. On ferait pas, voilà, on essaierait de penser vraiment, et aujourd'hui on le fait déjà pour nos prochains jeux, c'est de penser vraiment aux features qui sont importantes pour notre jeu et de se concentrer là-dessus. On irait voir beaucoup plus vite les autres. Et par les autres, j'entends la pleine image, j'entends les autres studios qui ont des conseils à nous donner. C'est ce qu'on fait maintenant sur nos projets, ce qu'on essaye de faire en tout cas. Aller chercher des financements aussi beaucoup plus rapidement, parce qu'en fait, Toasterball, on l'a fait sans financement, ce qui est bête. Et en fait, à chaque fois qu'on pensait à un financement, on était trop tard dans la prod pour y aller. Et voilà, il y a des demandes d'aide à faire pour le proto, pour la prod, etc. quoi. Donc voilà, maintenant on essaie de faire ça aussi. Et ouais, globalement rester plus focus sur notre idée de notre identité en tant que studio, c'est-à-dire que si notre but c'est de faire des jeux, se concentrer là-dessus. On a eu ce truc un peu avec les prestats de tenter de vouloir en faire des projets artistiques très grands et de se lancer à fond dedans. Et c'est cool parce que ça nous a apporté aussi plein d'expérience. Mais ça a fait qu'à chaque fois on se sépare de ce qui est notre but final en fait, qui est de faire des jeux quoi. Aujourd'hui on fait encore des prestats, mais on en fait des plus petites. Souvent c'est une personne ou deux qui sont dessus, et c'est jamais un projet qui requiert toute la boîte et qui pourrait nous tenter artistiquement de se lancer trop dessus. Parce que quand tu commences à penser de façon artistique, t'es moins rentable en fait. La logique d'une boîte, la logique de faire des prestats, c'est de faire le truc le plus vite possible et de quand même gagner le budget qu'il y avait au bout quoi. Et du coup on essaie de plus faire ça maintenant. Donc ouais, faites pas comme nous, mais en même temps je dirais que faut du temps pour apprendre. Et en fait pendant ces 5 ans on a appris énormément de choses. Il y a des trucs, même si tu les sais sur le papier, il faut passer par ça pour apprendre quoi. Je parle pas que de trucs type gestion du studio et savoir, voilà, typiquement pour l'éditeur. Évidemment, genre, faut pas s'emballer avant de signer. Ça, on le savait même nous, et pendant tout le truc, on se posait la question. Le problème, c'est qu'il y a aussi un rapport de force avec les éditeurs et qu'ils sont pas beaucoup, et que nous, quand on a une opportunité, on y va et on attend, en fait. Mais ouais, il y a ces trucs-là, mais il y a aussi, genre, la technique, tout simplement, genre, on a appris moi, j'ai jamais autant appris à coder un jeu que sur ce jeu-là parce qu'on a été jusqu'au bout, en fait. On a vu tous les trucs de l'intégration Steam finale au début. On l'a recommencé plusieurs fois, je l'ai réorganisé plusieurs fois. On a tous appris des trucs sur Unity, sur Blender. Et vraiment, on a vu ce que c'était de faire un jeu, quoi. Et ça prend du temps, mine de rien aussi. Et je dirais aussi que ça prend du temps de faire des trucs dont on est fier, en fait. Parce que ouais, on n'est pas bête, on sait que ça vaut pas le coup de faire un court-métrage pour chaque devlog. On sait que ça vaut pas le coup de faire un château entier comme ça, alors qu'il se voit 3 secondes dans le jeu. Il y a énormément de choses qu'on sait que, effectivement, oui, on savait en y allant que ça vaut pas le coup de passer autant de temps dessus. Mais il y a aussi, en fait, il y a aussi juste kiffer ce qu'on fait. C'est quand même pour ça qu'on est à la base dans ce milieu. On a vu des gens qui nous ont inspirés, on a vu des gens qui, dans des making-of ou des trucs comme ça, qui faisaient des trucs stylés, et on a envie de faire ces trucs-là de notre vie. Et il y a toujours cette tension entre la réalité de ce qui est la vie, quoi, le marché, le monde capitaliste dans lequel on vit, tout ça, et faire des trucs qu'on aime. Et des fois, il faut se donner un peu le temps pour le faire. Et c'est ce qu'on a essayé de faire au maximum, même si j'entends qu'on a débordé parfois. L'excuse à chaque fois pour nous, c'était le portfolio. Et mine de rien, c'est quand même intéressant pour nous d'avoir ça en main aujourd'hui. C'est que on se disait, on est en train de faire un truc qui servira de portfolio pour la suite, de book à montrer aux éditeurs et tout. Et mine de rien, ça sert aussi. Genre là, aujourd'hui, on sent que nos discussions sont quand même beaucoup plus lissées et beaucoup plus simplifiées par le fait qu'on a quelque chose à montrer derrière. Et quelque chose dont on est fier, avec plein de trucs, plein d'éléments et tout. On montre qu'on est capable de faire des éléments de communication, qu'on a réfléchi à ça, qu'on a réfléchi à l'identité de notre studio et tout. Donc voilà, c'est cool.
c'est cool, mais ça fait que bah voilà, il y a aussi beaucoup de moments où c'est dur quoi. Il y a des moments où t'avances en sachant que t'es pas payé sur le truc pour lequel t'avances. T'avances en sachant que l'argent dans la boîte coule petit à petit. Ce qui est cool, c'est qu'on a la chance de le faire ça entre potes aussi. Qu'on a eu cet espace pour se soutenir et tout, et qu'on a aussi fait plein de rencontres pendant cette aventure-là, quoi. Sur les salons, comme je disais, ce jeu-là, il est fait pour les salons, en fait, hein, et à chaque fois, c'était un plaisir. On est passé à la télé, comme je disais. Il y a eu plein de moments un peu humains comme ça autour, qui aussi rythment la vie du jeu, et qui à chaque fois nous redonnent de la motivation. Entretenir la motivation, c'est compliqué. Et sortir de sa cave et aller voir des gens et les voir jouer, vraiment pour de vrai, ça change un peu les choses, quoi. Je disais, on est passé à la télé et tout. Et il y a des gens qui sont appropriés le jeu aussi, genre, mine de rien, maintenant le jeu existe. Il y a pas beaucoup de gens qui le connaissent, mais il y a des gens qui ont une histoire avec le jeu. Il y a des gens qui ont joué pour la première fois avec leur frère ou leur sœur pendant un temps de pause. Il y en a qui jouent à l'école. Et la version web, surtout, elle a ce truc-là un peu de créer une affinité avec les gens, parce qu'elle est gratuite, tu peux la lancer, tu peux jouer au clavier, quoi. Et ça, dans un sens, ça a pas de prix non plus. Et donc voilà, maintenant on sait tout ça. On a quand même pondu un jeu dont on est fier. Et voilà, on espère pouvoir l'appliquer au prochain jeu. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Il y a 2-3 fois où j'ai quand même failli chialer un petit peu, moi. Parce que ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on est quelques chosen few dans l'écosystème vidéoludique du coin à avoir suivi chaque étape et à avoir eu la narration instantanée de chaque étape. Nous avoir vu en pleurs après l'histoire des éditeurs. Oui, c'est marrant. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en plus, après, ça tournait entre les quatre. Moi, souvent, mon prisme, ça a été Simon, en fait, qui faisait un roller coaster émotionnel à chaque fois, en fait, que j'avais, où moi, je me disais, c'est bon, ils sont safe. La semaine d'après, non, en fait, ça va pas du tout. Non, en fait, ça va. Ah non, là ça va plus. Enfin bref, il y a tout ce truc là. Moi j'étais chez Léo qui est prof à IRTUP aussi, donc il y en a qui le connaissent dans la salle je pense. Au moment où on a eu l'annonce des éditeurs, en fait, j'étais en soirée chez lui et tout. Ah ouais, trop bien, on va bientôt être publié et tout. Puis je reçois un appel, je fais attends, je vais dans ton jardin, j'ai un appel Discord, ça a l'air important et tout. Puis je reviens en mode bah en fait on se fait pas quoi. Alors cette étape là, moi je me rappelle parce que c'était mais je crois à 2 ou 3 semaines d'un game camp. Ouais. Et juste avant, on était quelques-uns à vous suivre, à se dire, c'est bon, c'est parti. Là, ça va, c'est ok. Toaster Ball est sanctuarisé, les crafters, c'est bon, machin. Et je me rappelle du message qui m'apprend ça. Mais on avait tous la haine. En plus, on savait qui c'était. On était tous enragés. Mais bien sûr, chut, ça va. Je suis un NDA sur pattes, donc je peux pas. Voilà. Mais ça a été un game camp où je pense cet éditeur-là a rasé les murs, à peu près, parce qu'on était tous là à savoir. On sait ce que t'as fait. C'était chaud. Ouais. Mais effectivement, ça a été un roller coaster émotionnel pour les gens qui vous aiment. Et puis on est plein à vous aimer très très fort. Moi, je suis très content et très fier aujourd'hui d'avoir toujours sur mon bureau les cartes, les fameuses cartes. Parce que en plus, faut savoir que les cartes dont ils parlaient au début, c'est pas genre ils ont pris 3 bouts de carton, ils ont imprimé les cartes. Les mecs ont été jusqu'à faire des shiny, c'est-à-dire que ça a été une toute petite série avec des cartes super belles, avec un traitement hyper technique de l'impression. Moi qui ai été chef de fab dans une autre vie, j'ai fait alors le truc il est complètement mais complètement claqué au sol parce que c'est beaucoup trop cher, mais c'est tellement cool. Donc voilà, s'il y en a un qui gardera toujours ses cartes sur son bureau, c'est moi, de toute façon. Merci. Mais vraiment. Donc ouais, ça fait hyper plaisir de revivre cette aventure-là et ça rappelle plein de trucs, notamment la fois où on vous a vu arriver en incubation, on s'est fait c'est bon. Là, le jeu, ça va. Il y a un truc qui tourne, c'est fun, ça va bien se passer. 3 mois plus tard. Au fait, on a créé la boîte. Et on n'a pris aucune des aides et tout, genre vraiment, on n'est pas venu, enfin. Qu'est-ce que c'est, mais bon. Voilà, tout on ça. On a fait les choses nous. dans le désordre, vraiment au début. Genre... Exactement. Bon, je vais arrêter de monopoliser la parole avec mes souvenirs à la con, donc tout le monde se fout. Est-ce qu'on a des questions dans l'assistance pour Alex ou un des 3 autres crafters qui sont tranquilles dans le canapé pendant que le copain prenait la balle pour tout le monde. Est-ce qu'on a des questions à proprement parler? Ouais. Je voulais revenir un peu sur le côté édition et justement le contrat qui s'est pas fait avec l'éditeur. Comment ça se gère au niveau de la confiance avec lui? Est-ce qu'elle est rompue? Est-ce que, enfin, c'est les plus à même qui
connaissent vraiment votre travail, c'est les plus à même à vous redonner du travail. Mais est-ce que de votre côté, enfin pas à vous redonner du travail, mais à vous publier? Ouais, tu veux dire, genre, s'ils revenaient nous voir maintenant, aujourd'hui, est-ce que Ouais, on serait chaud et tout? Bah, effectivement, il y a une confiance qui a été un peu rompue, quoi. Après, s'ils reviennent vers nous avec une offre qui est vraiment intéressante, cette fois-ci, on va pas juste, on va pas s'emballer, quoi, tu vois. Mais effectivement, on préférerait être chez quelqu'un d'autre aussi, quoi, tu vois, là. Mais le truc, pendant la confiance, elle se build, c'est-à-dire que nous, on a toujours au fond de notre tête que, bah oui, on n'a rien signé, donc il faut pas s'emballer. Mais il y a aussi énormément d'étapes par lesquelles tu passes et tu rencontres plein de gens à l'intérieur. Et ce éditeur, il y a des gens, voilà, il y a des gens du coup qu'on aime moins maintenant aujourd'hui parce que ils ont le travail de nous annoncer que ça se faisait pas, et ils ont eu aussi très sûrement une décision sur le choix. Mais il y a plein de gens qu'on apprécie encore beaucoup chez eux parce que il y a des gens qui y peuvent rien en fait, qui n'ont pas été pris, quoi. Et du coup, il y a des game designers, des choses comme ça. Enfin, notamment, je pense à un game designer en particulier qui est plus chez eux maintenant, mais qu'on apprécie beaucoup. Donc ouais, il y a une confiance qui se build progressivement chez eux parce que bah tu passes plein d'étapes, tu travailles avec eux pendant un temps, et à la fin elle est détruite, quoi. Tu vois, c'est compliqué. Donc ouais, on a gardé un peu enfin ouais, je vais pas dire, enfin des mauvais sentiments pour eux, quoi. Tu vois, on a gardé. Ouais. Humainement, ouais. ça doit pas être facile, et vous arrivez à avoir du recul avec certaines personnes, du coup. Ouais, c'est ça. Et puis même en vrai sur l'histoire, enfin il y a un truc où voilà, c'est qu'un contrat d'édition dans un sens, mais pour nous c'était beaucoup à ce moment-là. Et on l'a vécu comme tout ce qu'on vit pour notre studio, comme on s'investit beaucoup dedans, on l'a vécu humainement, donc forcément on l'a vécu mal à ce moment-là. Merci beaucoup. Ouais, juste ici. Moi, c'était plus par rapport au Presta où vous aviez dit qu'il valait mieux pas être une ou deux personnes dans le studio aujourd'hui si vous le referiez. Vous seriez pas un ou deux à travailler en même temps sur une Presta. Et du coup, comment est-ce que ça s'organise au niveau de l'équipe? Est-ce qu'il y en a qui sont juste OK pour prendre un peu la balle de pas travailler sur Toasterball justement et de travailler pour de la Presta pour le bien du studio? Ou c'est plus un truc où tout le monde est collectif dessus et Ouais, c'est un peu ça en fait. Ce que je disais du coup, c'est plus que aujourd'hui, on serait plus à bosser justement à une ou deux personnes sur la Presta et à pas investir toute la boîte dedans. Parce qu'en fait, c'est ce qui va le plus nous tenter d'en faire un projet à long terme, artistique et tout, et de s'investir pour un projet qui n'est pas le nôtre en fait, au final. Et ouais, en fait, aujourd'hui, en fait, ça dépend de la Presta qui arrive et on partage et on se pose la question de qui va la prendre, hein, vraiment, genre, ça dépend. On fait des plus petits trucs, je disais, donc ça va être un site internet. Joris, il a gardé bon contact avec son ancien employeur Radio France, donc de temps en temps, ça va être un dossier de presse, un truc comme ça, tu vois. Et ça va être des petites choses. Mais du coup, ça dépend. Souvent, il y a un peu une personne désignée par la nature du taf, tu vois. Alors, toi, ça te correspondrait bien. Et sinon, on essaie de partager aussi, ouais. Okay. Et du coup, il y a pas trop de gens qui seraient là. Ouais, non, moi je fais un peu trop de presta ou. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Non, c'est ok. Après, on essaie de parler de tout en général. Dans notre boîte, on essaie d'avoir le plus de communication possible, quoi. Donc, si c'est le cas, faudrait le dire, quoi. Voilà. Et bon, petit message d'ailleurs. Hein. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, par ici. Par rapport au portage Switch, ouais. Est-ce qu'il y a des trucs qui ont été vraiment compliqués, des choses à éviter Ouais, bah, en fait, comme je te dis, le gros, ça a été l'opti. Tu vois, en fait, vraiment, tu lances le jeu et tu découvres qu'il y a des moments où il y a juste 5 FPS, tu vois. Et dans le best, il y a genre 20 FPS. Et on pense pas, en fait, mais la Switch est vraiment compliquée à optimiser enfin, d'optimiser ton jeu pour la Switch, c'est compliqué. Et du coup, c'était ça, quoi. Et en fait, c'était revoir tout le jeu, revoir pas mal de mèches pour enlever des polygones, refaire du coup tous les matériaux avec un système de palette de couleurs plutôt que de matériel par objet, quoi. On a rajouté Shrek aussi dans le jeu à ce moment-là, mais encore un exemple de truc, mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit opti, mais effectivement. Changer, qu'est-ce qu'on a changé dedans? On a enlevé les ombres et on les a enlevées sur PC aussi, personne n'a remarqué. Parce qu'en fait les ombres étaient tellement discrètes, on a enlevé les ombres de Unity, on les a remplacées par des ombres projetées au sol, tu sais, juste un rond en dessous des persos, quoi. Un peu plus compliqué, c'est un carré sous les toasters, mais en gros c'est ça, quoi. Et on a réécrit tous les shaders pour qu'ils soient plus simples, en gros, quoi, qu'ils utilisent pas tout le système de lighting Unity, c'est quasiment du Unlit à la fin, tu vois. Et globalement c'est ça. Et après,
Non, en fait, il y a 2-3 échanges à la fin avec Nintendo et du coup là tu découvres des trucs que tu aurais dû faire et que t'as pas fait, des petits trucs. On avait fait un toaster spécifique Switch et on est deg parce qu'il était stylé et tout, il ressemblait à la Nintendo Switch mais en toaster quoi. Et Nintendo ils aiment pas qu'on touche à leur image et tout, du coup ils ont dit non. Et c'est des trucs comme ça, tu vois, et qui en fait à la fin prennent du temps parce que chaque échange peut prendre plusieurs semaines vu qu'il y a le temps d'échange et tout, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait il aurait pu sortir techniquement, je pense s'il y avait pas tous ces temps d'échange beaucoup plus tôt, peut-être 2-3 mois plus tôt, tu vois. Mais il y a tout ça qui vient à chaque fois en fait, tu vois. Donc il y a un temps où on bosse vraiment plus dessus, mais on attend les retours et quand ils disent un truc, on le fait, on renvoie, tu vois. Et globalement c'est ça quoi. Merci, ça va aller par ici. Alors, est-ce que je peux vous demander de faire passer le micro tout au bout? Alors moi, je voudrais parler un petit peu, en fait, de la gestion de projet. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé, j'ai vu un petit peu l'intitulé de la conférence, c'est-à-dire de 2 semaines à 5 ans. Ouais. Bon, quand on voit ça, on se dit, ok, c'est l'enfer. Ouais. On s'est dit, ça va prendre 2 semaines, mais en fait, on a recommencé, on a recommencé, on était à peu près sûr de ce qu'on allait voir. Et en fait, par rapport à ce que vous avez dit, ce que vous avez montré, il y a des choses qui sont intéressantes. Vous avez parlé, par exemple, de management. Voilà, on va dire de business management, c'est-à-dire comment était le marché. Moi, je trouve d'abord ce que j'ai entendu, il n'a pas été très bien évalué le marché. Carrément. Voilà, en fait, On l'a pas évalué du tout, hein, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. On s'est lancé dans un... Ouais, ça, nous on aime bien. Ouais, c'est sympa. Je me rappelle C'est d'avoir sympa, lu des après, trucs en mode, il y a des gens qui vendent un peu cette philosophie-là de business. Vous êtes votre propre client en gros, Ouais. et vous connaissez personne d'autre mieux que vous. Enfin, personne vous connaît mieux que vous. Et du coup, c'était un peu le bail de. En fait, c'est cool, ça existe cette philosophie. On va prendre ça pour se dédouaner de faire une étude de marché, quoi. Voilà. Et en fait, c'est Et ensuite, pas derrière, vous êtes 4 dans l'entreprise. Ouais. Voilà. Et moi, ce que j'ai vu sur le projet, vous avez dit, ça a pris 5 ans. Et j'ai vu surtout des gens qui avaient une fibre artistique, qui allaient vraiment dans le détail, qui allaient faire un château, qui allaient prendre un temps pas possible alors qu'on allait le voir 3 secondes et demie. Et en fait, je me suis dit, mais il y a pas de garde-fou. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui dit non, c'est bon, Jean-Pierre, arrête. Tu as passé 3 jours sur le château, maintenant tu arrêtes, tu continues. Ça n'a pas de valeur ajoutée supplémentaire. Et en fait, par rapport à tout ça, voilà, par rapport ça aurait été mieux si ça avait été online, mais on l'a pas vraiment développé, des trucs comme ça. Voilà, moi je trouve que ça c'est pour la suite. Je trouve qu'il y a encore des progrès à faire dans le sens. Ok, il faut qu'on se mette des barrières, il faut que quelqu'un nous mette des barrières pour que derrière, on fasse plus que 40 000 euros en 5 ans, en fait. Voilà. J'ai regardé, en fait, on a vu l'intro en image de synthèse, elle était très très sympa, toutes les choses comme ça. Mais est-ce que, je sais pas combien de temps ça a pris, est-ce que c'était justifié par rapport à ce que ça rapportait en valeur pour le consommateur final? Voilà. Est-ce que derrière, comment est-ce que chaque euro est investi pour apporter le plus, sachant que pour l'instant vous êtes une petite entreprise. C'est ça en fait quand on grandit, qu'on finit par se poser comme question. Voilà. Non, c'est clair. Je suis d'accord. Du coup, c'est un peu la conclusion du truc aussi. En fait, nous, on essaye d'avoir, c'est même le cas en fait, c'est que on a un fonctionnement plutôt horizontal dans la boîte, on a toujours vu la boîte un peu comme une excuse pour pouvoir bosser à plusieurs et faire des projets ensemble. Ce qu'il y a pour contre-effet du coup d'avoir ça, quoi, d'avoir un truc où en fait il y a personne pour imposer une vision très business du truc. Mais comme je disais, il y a aussi il y a des avantages à ça dans un sens où du coup ça nous permet de faire ça. On s'offre ce temps-là, quoi, pour faire ces trucs-là. Alors sûrement à tort. Hein. Genre vraiment, sûrement que on a mieux fait de faire ça. Mais en même temps, comme je disais, c'est compliqué d'évaluer ce qui fait que, par exemple, le trailer, on est passé au début de l'Indie World Japon, quoi. Est-ce que, du coup, le côté court-métrage a joué et du coup, est-ce que ça nous a aidé un peu, tu vois? Là où il y a beaucoup de jeux qui démarrent et qui ont 100 vues et 3 euros, quoi. Est-ce que c'est pas ça qui nous a aussi sorti du truc? Il y a sûrement plus de petits pour le faire. Hein. Si vous avez la réponse, mettez-le en ligne dans un bel article. Quoi. Mais en tout cas, nous c'était notre version de ça. Et effectivement, je suis d'accord. Hein. Aujourd'hui, on essaye d'être un peu plus focus. On essaie de garder ce truc horizontal, mais de quand même se poser ces questions-là tous ensemble. En fait, hein. On a des réunions dans lesquelles on essaie d'établir nos objectifs et puis de s'y tenir, quoi. Mais c'est un apprentissage constant. C'est ça. Juste, je vais dire une dernière petite chose et puis après je passerai à quelqu'un d'autre. Ouais. En termes techniques, entre ce qu'il y a au début et ce qu'il y a à la fin, c'est clair, vous avez dit, on a appris plein de choses sur les shaders, les trucs comme ça. Ouais, je suis d'accord. Il y a vraiment, il y a une compétence qui vous aide sur les prochains projets. Voilà, quand vous dites, on va voir des éditeurs, on a déjà fait des trucs.
Maintenant, c'est plus une question d'entreprise. Comment est-ce qu'on fait grandir? Comment est-ce qu'on fait des garde-fous? Et comment est-ce qu'on gère l'ensemble? Ouais, c'est Voilà. clair. C'est clair. Merci. Déjà, merci pour la presse. Merci. Et moi, j'avais plus une question au niveau de purement l'équipe et le moral dans l'équipe, parce que sur une production aussi longue, c'est quoi qui vous a plus motivé à avancer? Est-ce que c'est justement le fait de travailler plutôt ensemble, ou c'est vraiment la vision de on veut finir le jeu et c'est ça qui nous pousse à avancer, ou c'est vraiment tant qu'on est ensemble, ça nous fait plaisir? Ouais, il y a un mélange d'un peu de tout, et des fois il n'y a pas que de la motivation, il y a aussi de la responsabilité entre nous. Moi, il y a eu plusieurs fois où il y a même une fois en particulier où j'ai voulu arrêter, en fait, j'ai voulu quitter la boîte et tout, parce que bah voilà, on est en train, le jeu vidéo c'est compliqué, voilà, ça fait pas d'argent, on est obligé d'y jeter tout notre corps dedans et on a très peu en échange, on se prend des murs dans la tête constamment. On a fait des études où en fait nous on voit des potes autour de nous avoir des meilleures conditions de vie en gros que nous quoi. On pourrait bosser dans le graphisme pour n'importe quelle boîte et puis avoir de l'argent quoi. Et en fait juste il y a des fois où t'as envie de lâcher un peu forcément, mais le fait d'être à plusieurs dans un projet, il y a d'autres gens en fait, tu vois. Et du coup, moi, ce qui m'a fait rester notamment à ce moment-là, c'est de me rendre compte que même si je prends une pause de temps en temps, ils sont encore là. Le bateau continue d'avancer. Il y a pas, tu vois. Et on essaye de maintenir ça, de maintenir cette motivation. Le fait de faire des trucs qui servent à rien et de faire un château qui se voit 3 secondes et demie dans le jeu, ça joue là-dedans aussi, ça nous permet de cultiver une motivation aussi et de pouvoir dézoomer et de dire on est en train de faire ça en fait. On est en train de faire un truc, on est en train de faire ce qu'on a vu dans les making of avant, on est en train de faire ce truc-là. Et du coup, ça rajoute ça à la motivation effectivement. Mais c'est un truc c'est le truc à craquer en fait, hein. C'est tous ceux qui ont avancé un peu dans le jeu vidéo le savent aujourd'hui, c'est que c'est comment t'arrives à trouver des compromis entre ça, entre la vraie vie, le marché, le capitalisme et tout. Si on avait un revenu universel, ce serait la dinguerie, mais bref. Entre ça et ton métier, tu vois. Enfin, ce que t'as envie de faire, dans ton métier. Et du coup, ouais, on essaie de communiquer le plus possible. On est potes à la base et on essaie de maintenir ça aussi. Les events, ça joue aussi pas mal, aller rencontrer des gens, parler à d'autres gens, aller en salon, tu vois, c'est des trucs qui remontent un peu. La première fois qu'on a fait un salon, il y avait vraiment l'effet, ah ouais, ça, ce qui était un truc dans notre garage depuis le début, il y a des gamins qui viennent, ils jouent, ils ramènent leurs potes, ils reviennent, tu vois. Alors, il y a un truc assez vivant de voir les joueurs et les joueuses aussi, ça joue pas mal. Et ouais, juste travailler constamment à maintenir entre nous la communication et la motivation, tu vois. Alors il y a pas un truc en particulier, mais c'est vrai que c'est un taf à faire tous les jours, quoi. Voilà. Merci. De rien. Bonjour, merci pour la présentation déjà. Moi, ça fait quelques années que je suis votre travail sur Toaster Ball et j'adore ce que vous faites. Sympa. La question, c'est est-ce que vous avez des choses à partager sur la suite de l'aventure, la suite de votre société, de votre boîte? Ouais. On a fait un deuxième jeu qui est en four. Le deuxième jeu, du coup, s'appelle Take and Fart. On l'a fait en 9 mois cette fois-ci. On a réussi à cutter. On était beaucoup plus business et tout. Maintenant, on a fait un truc où il y avait une vraie vision de finir le jeu le plus vite possible. Aussi parce qu'on avait fait des demandes de financement à Pictanovo et qu'il y avait une date limite qui arrivait, qui était déjà là depuis trop longtemps. Ils nous ont donné une extension, ils étaient gentils. Mais du coup, on l'a fait. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu s'investir dans la communication du tout. Et du coup, tout ce qu'on avait fait avant, on n'a pas pu le refaire là, tu vois. Et on a choisi de passer à la suite. Enfin, on a choisi d'itérer plutôt que de s'acharner sur ce jeu-là aussi. Mais du coup, ce jeu existe. C'est un jeu online. J'ai pas d'image là, mais c'est un jeu online. C'est des parties de 6 joueurs en fait, du coup. Et cette fois-ci, on l'a fait en online depuis le début. On a réussi les bribes de online qu'on avait fait pour Toaster Ball pour le mettre dedans. Et c'est très compétitif, c'est très rapide. Et c'est en gros, c'est un jeu qui se joue. C'est 2D vu de côté, c'est sur des planètes. Tu joues avec la gravité et tu dois aller chercher une graine et la planter sur ta planète. Et il y a des combats de ça dans l'espace. Et on est sur un jeu ensuite, et je crois que c'est secret. Je sais pas si on va pas trop en parler tout de suite. Surtout parce qu'on n'est pas prêt à le pitcher. C'est pour ça que c'est secret. Mais voilà, là on est en train de bosser sur le prochain jeu qui est sur celui sur lequel on met pas mal d'espoir quand même, et celui sur lequel on a envie de faire vraiment les choses dans l'ordre depuis le début. On a fait une demande d'aide au proto, et ensuite on fera pour la prod, et on va avoir des éditeurs déjà dès maintenant avec les bribes qu'on a, et voilà, le but sur celui-là c'est de faire bien, quoi. Ouais. Voilà. D'accord, merci. Alors bonsoir. Déjà Bonsoir. merci pour la présentation. Et j'avais une question, même si les courts-métrages et tout n'ont pas peut-être été le meilleur de niveau coût, est-ce que vous allez continuer sur votre projet secret ou pas?
de faire des cours comme ça. Parce que peut-être qu'il y a 50 vues, mais ce soir vous aurez 51 vues. Ouais. Parce que c'est génial et je voudrais vraiment savoir si Merci. vous allez continuer ou quoi, parce que ça a vraiment l'air fun de faire et c'est vraiment cool à voir, quoi. Ouais. Bah, très sûrement, en fait. Parce qu'en fait, il y a aussi une des raisons pour lesquelles on les faisait. C'est simplement le partage du travail, en fait, parce que, en gros, on fait tous un peu de tout, mais on est quand même 2 prog et 2 artistes en faisant large, quoi. Il y a 2 personnes qui ne programment pas. Bon, maintenant, c'est en train un peu de changer, mais il y a 2 personnes qui ne programment pas. Et du coup, comme d'hab, la programmation finit, enfin, le fait de programmer finit plus tard, en fait, tu vois, genre, il y a toujours quelqu'un qui est en train de continuer à coder le jeu pendant que les artistes sont terminés. Et du coup, bah, il y a du temps de travail qui peut être redirigé vers ça. Et c'est aussi pour ça que, bah, du coup, on fait des courts-métrages un peu stylés et tout, c'est que les 2 artistes peuvent travailler dessus pendant qu'on est en train de terminer des trucs là-dessus, tu vois. Donc ça fait sens pour nous de le faire. Et ouais, comme le prochain jeu, on a une envie de mettre un peu un côté RG dedans aussi, comme on avait eu pour un bon moment et du coup, M. Et donc, potentiellement avoir des vidéos quelque part sur Internet, tu vois, des choses comme ça, quoi. Et pour à peu près dans la même question, est-ce que ça, pour la santé mentale, ça a aidé de faire les vidéos comme ça, un peu rigolotes? Est-ce que ça a un peu remonté le moral de l'équipe? Ouais, bah, en fait, comme tout, hein, tu vois, alors, comme tout ce qui nous fait kiffer, quoi. En fait, genre, c'est-à-dire, on rigole pas nous-mêmes de nos propres blagues, hein, tu vois. Enfin, au début, la première fois, mais après, bon, tu regardes le montage, quoi, tu vois. Quoique, en fait, on rigole encore des fois. Mais par contre, ouais, non, en fait, c'est comme le reste, ouais, voir des trucs super beaux, puis, faut se dire qu'on est sorti d'études et on a directement commencé. Et du coup, voir des trucs, stylés qui ressemblent à des films d'animation, tu vois, genre, c'est motivant, quoi, forcément, quoi. La première fois qu'on a fait le trailer Toaster Ball, tu vois, tu regardes le truc, tu vois, c'est super réaliste et tout, et t'es content du résultat, tu t'amuses à jouer un petit peu avec le montage, avec les lumières et tout, et il y a un truc, quand t'arrives dans ce stade où t'as quasi fini, mais que tu fais plus regarder ton taf qu'autre chose, tu sais, genre, tu finis le montage, c'est motivant et ça rajoute à ça, ouais, c'est clair. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Merci. Ma question, elle porte sur l'identité de votre studio. Du coup, après cette présentation, j'ai une bonne idée de vers quel genre de jeu vous aimez faire. Et du coup, vous avez mis l'accent donc sur le côté canapé. Et j'ai l'impression, j'imagine que vous avez déjà eu ces discussions 1000 fois. Ouais, du coup, je pose la question un peu pour moi-même et pour tout le monde. Est-ce que les jeux de votre studio sont pas vraiment axés sur les consoles finalement? Parce que comme tu l'as dit, sur PC, j'ai pas beaucoup de souvenirs dans ma vie de gamer d'avoir joué sur le même PC avec des potes. Ouais. Par contre, sur console, c'est littéralement ce qui se passe à chaque fois. Ouais, c'est clair. Et du coup, est-ce que, par exemple, votre prochain jeu, où vous comptez faire coder directement sur des consoles vos jeux, et c'est cool. Ouais, en fait, on a un genre de doc avec c'est quoi l'identité de notre studio, tu vois, parce qu'on y réfléchit et tout, et les 3 trucs qu'on met un peu en avant, c'est toujours le côté artisanat fait à la main, on tient à mettre ça en avant, tu vois, on fait tout ce qu'il y a dans notre jeu, et puis chaque détail est fait par nous et tout. Il y a le côté original qu'on essaie de mettre en avant aussi le plus possible, genre Toaster Ball, jeu avec des grille peints, tu vois, côté high concept en fait, tu vois, là, chaque jeu derrière il y a un truc comme ça. Tekken c'est un peu moins le cas, mais bon, il y a les proutes. Et le côté marrant, enfin l'humour, tu vois. Et il y a aussi le multijoueur mine de rien, parce que de fait tous nos jeux sont quand même multijoueurs jusqu'ici, c'est juste que à partir de Tekken ça a commencé à être du online en fait. Et du coup là, pour répondre vraiment à ta question, Toaster Ball est sur Switch parce que ça fait sens, c'est un couch game. Et en fait, on s'est un peu lâché du couch game à cause du marché et tout. Tu vois, on va pas répéter les mêmes erreurs. Par contre, on a envie de continuer à faire du multi, donc on fait du multi online en fait. C'est ça qu'on fait maintenant. Et pour ça, le PC est plus adapté, tu vois. Et du coup, là, Tekken on l'a pas sorti sur Switch. Aussi à cause de temps et tout, tu vois, on voulait juste finir le truc. Le prochain, on se posera la question, mais il est avant tout Steam, tu vois. Alors c'est surtout ça, quoi. Et parce que online, parce que tu vois, online, tout simplement. Ça marche. Bah déjà, merci pour la conférence. Merci. Et j'avais une petite question, c'était sur vos prestats quand vous avez commencé le studio. Est-ce que c'était galère à trouver? Comment vous les avez trouvés? Enfin, est-ce que c'était des contacts ou est-ce que vous êtes allé vous-même chercher Ouais. En fait, au tout début, alors les toutes premières, les trucs très simples, c'est typiquement notre ancienne école qui nous rappelle pour faire des ateliers, des trucs comme ça, tu vois. Il y a le fait de rejoindre la pleine image aussi. On a eu quelques trucs avec des gens qui étaient en incubation aussi ou d'autres projets à les aider, tu vois. Wingobert, je sais même plus par où on a eu Wingobert. On l'a contacté par mail. Oui, donc c'était avant tout pour qu'il partage le jeu en fait. Ouais. Et en fait, on l'a eu comme ça, tu vois. Un bon moment, on l'a eu par un hasard de chat entre devs. C'est quasi une imposture le truc. En gros, il y a c'est avant tout à Fibrotique qu'on avait proposé le truc à la base, qui était pas dispo. Et du coup, il y a quelqu'un qui a partagé le truc sur le Slack Game Dev en mode ouais, il y a Fibrotique n'en veut pas, est-ce que quelqu'un en veut? Et nous on a vu ça, on fait ouais, bref, trop bien, tu vois, alors des gens connus et tout, vas-y, let's go. Et ensuite on a été voir Ken Kojandi et tout, et je crois que Ken a mal compris le truc, il a dit ah bah si Fibrotique vous recommande, c'est que c'est bien, tu vois.
Ah ouais, grave, ouais. Et du coup, de là, après M, c'est parce qu'en gros, Kian a fait un album de rap et il était dans le même label que M. Et du coup, via ce truc-là, on a eu ça. Et sinon, ouais, c'est des hasards et c'est petit à petit, tu te builds un carnet de contacts. Et au bout d'un moment, les gens viennent te contacter aussi et tu peux commencer à filtrer un peu. Mais c'est vrai qu'au début, c'est du hasard. C'est full des trucs. C'est envoyer des mails aux gens, tu vois. C'est ça, quoi. Ok, ça marche. Merci beaucoup. De rien. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions, remarques? Est-ce que je vois encore des mains se lever? Non. Je pense qu'on a épuisé toutes les questions et sujets. S'il n'y a pas de regret. Moi, je vous ai vu passer par tous les états, moi, depuis toutes ces années. Je pense que l'étape dans laquelle je vous ai vu le moins, c'est triste. Je vous ai vu anxieux, je vous ai vu heureux, je vous ai vu paniquer, je vous ai vu... Mais triste, moins que le reste. Je pense que le collectif doit avoir un truc pour ça. Mais de toute façon, enfin, je pense que les autres qui font partie de l'industrie régionale du Nord, donc sur le jeu vidéo, diront pas le contraire. Enfin, il y a une espèce de côté magnétique à chaque fois qu'on vous croise de façon générale, et où en fait, je pense que chaque personne a été à la fois très contente de pas se dire « Oh putain, fallait pas faire comme ça », mais tout le monde a un peu regretté de se dire « J'aurais bien aimé avoir des potes de cette qualité-là, avec lesquels on va être 4 mercenaires d'élite, avec un instinct de survie très discutable, mais où on va mettre tous les potards à fond et on va y aller. Il y a plein de décisions discutables, mais c'est toujours beau et c'est toujours inspiré. Et alors là, le potard créa, il est toujours à fond. Moi, à titre personnel, de toute façon, j'ai un affect, et on est très nombreux à avoir un affect très fort pour vous et à vous souhaiter tout le meilleur pour la suite. Mais alors vraiment, merci infiniment. Enfin, Gaming ne serait pas pareil sans les crafters. De toute façon, il y a une aura dedans. Donc voilà. Et puis si vous n'avez jamais vu les after movies d'événements qu'ils font, allez voir. Ça vaut le coup, ça remonte le moral. C'est sur YouTube. Voilà. Vous n'allez rien comprendre au montage, il n'y a que nous que ça fait rire, mais allez-y, c'est marrant. Ça marche. Bon, on va pouvoir clôturer, je pense, cet afterwork et ce post-mortem. Je suis hyper content qu'on ait pu le faire. En tout cas, pour moi, c'était important. Et merci infiniment de s'être prêté au jeu. Merci à vous 4, même si t'as pris la balle encore une fois pour tout le monde. Hein, bravo les 3 champions assis. Ça va, vous êtes bien là? Nickel. Très bien. Bon. La soirée n'est pas terminée, le bar est ouvert, et puis bon, vous êtes toujours là les uns avec les autres. Pour le prochain afterwork comme ça ouvert à toutes et à tous, on sera plutôt sur le mois de janvier de l'année prochaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de soirée, portez-vous bien, et puis on se retrouve pour un prochain afterwork. Bonne soirée et merci encore les crafters. Merci Laurent.